Bonjour, aujourd'hui on va parler de la LOI pour bien voir comment préparer ce document, Letter of Intent, qui est utilisé dans une acquisition d'entreprise et comment faire en sorte que l'opération se passe bien. Donc d'abord, la LOI, elle intervient dans un processus. On va avoir une étude de la société, on va souvent avoir un teaser anonyme de présentation de la société, on va signer un accord de confidentialité, on va avoir des informations additionnelles sur la société après le NDA, on va accéder à une data room, et ensuite la LOI va être la première étape un petit peu sérieuse pour indiquer un intérêt à aller plus loin dans l'opération. Dans le cas d'un processus qui est intermédiaire, où la société vendeuse est accompagnée par une banque d'affaires, va parler à plusieurs acquéreurs potentiels en même temps, la LOI va justement mettre fin temporairement à cette concurrence avec d'autres acquéreurs et permettre à la société qui rédige la LOI d'avoir un temps de discussion exclusif avec le cédant. Et donc jusqu'à la LOI, le cédant va pouvoir discuter avec tous les acquéreurs potentiels. À partir de la LOI, il va pouvoir discuter uniquement avec la personne avec laquelle il a signé le LOI en question. Et donc le cédant peut recueillir plusieurs LOI et ensuite choisir laquelle il retient pour avancer avec un acquéreur potentiel. Par contre, la LOI n'a pas de vraie pénalité en cas de non-réalisation de l'opération. Aussi bien pour le cédant que pour l'acquéreur, en général, les conditions sont assez flexibles et du coup les deux parties peuvent assez facilement euh, arrêter l'opération et ne plus réaliser le deal. C'est hyper important de bien choisir le partenaire avec lequel on va signer la LOI et d'être bien aligné sur les principes généraux de l'opération parce que la LOI n'est en rien l'assurance d'aller plus loin sur l'opération. C'est pas le moment où on fait déjà le succès. Il faut voir que par expérience, plus de la moitié des LOI n'aboutissent pas à une opération. Pourquoi? D'une part, il y a des causes qui peuvent s'entendre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une évolution, par exemple, de la société pendant le temps des due diligence, pendant le temps de la discussion, qui est telle que à la hausse ou à la baisse, la société va beaucoup mieux que prévu, elle a une plus grosse croissance, ou à la baisse, elle va vraiment moins bien que prévu et il y a des difficultés. Ça peut changer la situation et aussi bien le cédant que l'acquéreur vont ne plus vouloir faire affaire. Ensuite, on peut avoir des changements sur le périmètre de l'opération. Différentes choses peuvent changer et on aboutit à une négociation qui devient dure, avec des désaccords impossibles à résoudre. Et là, l'opération également peut s'arrêter. Il peut y avoir des désaccords sur la garantie d'actifs et de passifs, sur la période d'accompagnement après la cession, le périmètre de la cession, bien évidemment la valorisation, et beaucoup d'autres qui font que la négociation n'aboutit pas. On peut aussi avoir une cause au niveau de l'acquéreur qui n'obtiendrait pas son financement et du coup ne pourrait pas réaliser l'opération. Souvent, ce sont des conditions suspensives et donc il n'y a pas de pénalité. En revanche, c'est aussi quelque chose qui peut être négocié et donc on peut apporter des conditions plus restrictives pour avoir des pénalités en cas de désistement d'une des deux parties. Si l'opération ne se fait pas, le gros inconvénient, et en général pour les deux parties, ça va être le temps perdu. Le temps perdu passé aux échanges, à la négociation, à la réflexion, à l'étude des documents, à la due diligence, qui au final n'aboutit pas. Il y a aussi un coût passé sur la due diligence, qui peut être aussi bien de la partie du vendeur, avec une vendor due diligence, que de l'acquéreur. Dans tous les cas, il faut que l'acquéreur fasse une due diligence de son côté, parce que l'enjeu est trop important pour se reposer sur des données fournies par le cédant. Ce temps-là, constitue souvent un inconvénient plus fort pour le cédant, parce que c'est lui qui doit partager le plus de données, récupérer les données, les partager, expliquer le fonctionnement de sa société. Et c'est donc lui qui peut avoir le plus un impact négatif de ce temps-là consacré au projet de cession. Et par exemple, avoir une baisse d'activité de son entreprise parce que le dirigeant est moins impliqué dans le commercial, par exemple, ou dans la réussite de l'entreprise au quotidien. Et donc, il peut y avoir une baisse de rentabilité ou de chiffre d'affaires au moment même où on cherche à valoriser la société et on aurait besoin d'avoir une situation la plus parfaite possible. À partir du moment où la LOI n'aboutit pas, dans ce cas-là, le processus de cession peut continuer avec d'autres acheteurs potentiels, reprendre là où il avait été abandonné sans problème. Ou alors le cédant peut abandonner son projet, ne plus vouloir vendre sa société. Donc maintenant qu'on a présenté le contexte, quels sont les points importants dans la LOI? Donc premièrement, ça va être le projet. Quel est le périmètre de l'opération? Quel pourcentage, par exemple, de la société on va chercher à acquérir? Est-ce que c'est 70%? Est-ce que c'est 100%? Ensuite, ça va être l'accompagnement des dirigeants. Est-ce qu'ils vont rester dans l'entreprise après l'opération et pendant combien de temps? On a des clauses de bad leaver, par exemple. C'est des clauses qui vont pénaliser le cédant s'il quitte la société après une période qui est plus courte que prévu. Et donc, s'il part par exemple au bout de 6 mois, alors qu'on avait prévu une clause de bad leaver à 2 ans, la valeur de ces titres qu'il conservait il aura une valorisation plus faible et il sera donc pénalisé de ne pas accompagner la société aussi longtemps que prévu. Il va y avoir la clause de garantie d'actifs et de passifs, qui est un gros sujet qu'on pourra traiter par ailleurs. Mais ce qui compte beaucoup en dehors de l'aspect légal et des clauses et de la négociation, c'est les synergies, c'est le projet. Est-ce qu'il fait sens?
Un autre point qui compte beaucoup, c'est la relation humaine. Parce que, comme on a vu, 50% ou plus des opérations vont échouer. Qu'est-ce qui va influencer cette probabilité? Ça va être notamment l'humain. Parce que dans tous les cas de négociation, savoir si on achète 70% ou 60% ou 80%, savoir si la valorisation est à 5 millions, à 10 millions, etc. Finalement, ce qui fait sens, c'est est-ce que les synergies sont là ou pas? Est-ce que le projet fait envie ou pas? Est-ce que la relation humaine est bonne? Parce que si vous avez un accord, mais que la relation humaine est mauvaise, les synergies ou le projet lui-même existent, mais ne sont pas démesurément importants, on va voir que chaque point de négociation va venir un peu plus miner la relation, un peu plus miner l'opération et la LOI. Et à la fin, ça va aboutir à un échec parce qu'il va y avoir une goutte de trop qui va faire que l'opération ne se fait pas et on va aboutir à un conflit dur avec l'autre partie. La relation humaine est encore plus importante si le cédant prévoit une période longue d'accompagnement ou prévoit de rester dans l'entreprise après l'opération et va lui-même participer au projet. Je donne un exemple. Euh, on a eu une session de société avec une relation humaine mauvaise entre le cédant qui était notre client et l'acquéreur potentiel. Le cédant, plusieurs fois, était dans les critiques envers l'acquéreur. Il avait ses raisons. Et à la fin, alors que tout avait été réalisé, tout était prêt, tout avait été épluché, il y avait un accord sur 99% du projet, il y a eu une simple broutille légale, administrative, un détail qui n'avait aucune valeur sur la valorisation de la société ou sur l'opérationnel ou sur le projet lui-même. Toute l'opération a arrêté parce que c'était le détail administratif de trop par rapport à une relation humaine qui était mauvaise. Dans un monde où on essaye parfois trop de mathématiser les choses en disant je suis dans tel secteur d'activité, j'ai un multiple d'EBITDA qui est autant, une valorisation d'entreprise autant, et tout est mathématique par rapport à mon business plan. Dans cette approche mathématique, il faut aussi prendre en compte l'approche humaine et de voir dans quelle mesure la relation va vraiment pouvoir s'épanouir sur le long terme. Je propose de présenter ici un exemple de LOI qui a été anonymisé, qui est en anglais. On va pouvoir voir les points importants. C'est un exemple parmi d'autres. Il y aurait beaucoup de choses à voir ensuite en détail sur une situation précise. Et donc ici, on va avoir l'acquéreur qui rédige la lettre d'intention et qui va l'adresser à la société en session. On voit que l'acquéreur veut acheter 70% des parts de l'entreprise. Il se présente un petit peu. Il présente dans quelle mesure la cible est intéressante pour lui. Là, on va avoir une valorisation indicative. Par exemple, un principe qui est d'avoir un multiple d'EBITDA qui va être utilisé sur la valorisation de l'entreprise. Et donc, on voit qu'on peut aussi avoir un accord sans avoir les chiffres définitifs. Il peut y avoir un nouveau bilan qui va sortir, un atterrissage qui va sortir. Et donc, il y a aussi une différence entre le signing et le closing. Le closing étant vraiment l'étape de fin, comme son nom l'indique, avec le décaissement des fonds qui va pouvoir être réalisé. Et donc, on peut avoir un accord qui va ensuite être adapté par rapport à des prochains chiffres qu'on attend. Ici, on a la répartition entre les phases de paiement. On va avoir typiquement 10% placés en garantie par rapport à la garantie d'actifs et de passifs. L'acquéreur présente son financement avec de la dette ici en majorité. Ici, on va avoir une condition qui va chercher à motiver les cédants pour qu'ils restent impliqués dans l'entreprise et qu'ils aient un incentive financier. On va donner une indication de planning par rapport aux prochaines étapes. L'étape d'après, c'est effectivement la signature du SPA, qui lui est vraiment le document final et c'est à partir de la signature de ce document qu'on peut vraiment acter de l'opération. Donc ici, vous voyez qu'on prévoit des due diligence. Ici, une période de non-sollicitation. On va chercher à défendre le cédant parce qu'il va partager beaucoup d'informations sur son organigramme juridique, mais aussi sur son organigramme opérationnel. Qui sont ses employés, quelles sont leurs fonctions, quels sont leurs salaires, etc. Et donc, c'est important que l'acquéreur, qui peut être dans le même domaine d'activité que le cédant, ne cherche pas à lui faire de la concurrence déloyale et à débaucher des employés. Un petit mot sur la due diligence, qui est assez classique. La garantie d'actifs et de passifs. Donc, ce qui est important, c'est le montant. Quel pourcentage de la transaction va être bloqué dans la garantie d'actifs et de passifs et pendant quelle durée. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut négocier. Ensuite, ici, des conditions usuelles. En fait, le but de l'acquéreur, c'est vraiment de se dire que ce que j'ai vu, c'est représentatif de l'état de l'entreprise et il n'y aura pas de grands changements entre ce que j'ai analysé et la situation réelle de l'entreprise dans les 3 mois, 6 mois, 1 an, une fois que j'en aurai la responsabilité opérationnelle. On voit de nouvelles conditions suspensives. Elles sont très générales et permettent aisément à l'acquéreur de se dédire de la LOI et de ne pas réaliser l'opération.
On retrouve ici d'autres clauses pour chercher à rassurer l'acquéreur sur la situation de l'entreprise pour qu'elle soit bien correspondante à ce qui a été annoncé. On voit ici des conditions de pénalité. En cas de rupture de la LOI, la clause d'exclusivité, elle est capitale parce que c'est vraiment elle qui permet d'avoir des discussions individuelles avec le cédant et elle est du coup limitée dans le temps pour qu'on puisse justement, si on n'aboutit pas à un accord, reprendre le processus avec d'autres acquéreurs. Et ici, voici les dernières conditions et informations et on arrive à la fin de la LOI. Donc en fait, on voit que c'est un document, voilà, de 7 pages, qui n'est pas extrêmement précis, qui donne les informations générales, mais qu'on va pouvoir beaucoup plus détailler dans le SPA final. Et ici, on cherche simplement à venir statuer une relation, privilégiée entre l'acquéreur et le cédant pour qu'on ait vraiment une avancée sur, l'étude de l'opération. On a vu là un exemple de LOI avec un résumé des points à voir. Évidemment, en fonction de la situation, il peut y avoir beaucoup de clauses à creuser, de points de négociation sur lesquels il faut être plus vigilant. On propose gratuitement sur le site Collaboration Capital l'accès à des ressources, et notamment des exemples de contrats et du conseil pour discuter directement de l'opération.